When you have to shoot, don't talk. À l'annonce d'une nouvelle production de Guillermo del Toro, les geeks que nous sommes ne peuvent s'empêcher de trépigner vu l'affection que nous avons pour le réalisateur mexicain, d'autant plus quand celle-ci s'annonce réalisée par André Ovredal, alors désolé pour la prononciation, réalisateur des très sympathiques Trollhunter et The Autopsy of Jendo. Adapté d'une série de livres d'horreur pour enfants, le film semblait bénéficier d'un design particulièrement soigné, caractéristique des productions de del Toro, et on écoute la bande-annonce. Sarah Bellows' book. When the stories write themselves and it all comes alive. You don't read the book. The book reads you. I'm afraid I'm gonna die, Dad. We're next. We're next. Ouh, j'ai peur. Bon alors, ne vous fiez pas du tout à la bande-annonce qui utilise c'est la chanson Over the Rainbow, si je dis pas de bêtises, qui vient du Magicien d'Oz, qui est un peu remasterisé. Judy Garland. Avec Judy Garland, en fait, ça n'apparaît pas du tout quasi dans le film. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas perçu. Je pense que ça a juste été utilisé comme ça. Alors, donc, on parle quand même, faut dire le nom du film, Scary Stories ou Scary Stories to Tell in the Dark dans sa version anglo-saxonne, avec au casting Zoé Margaret Coletti, Michael Garza, Austin Abrahams et encore toute une ribambelle de mioches qui courent et qui s'égosillent pendant 1h30. Bon, voilà, j'ai dit à peu près ce que j'en avais pensé. Qui veut commencer? Florian, on l'a vu à deux. Ouais. Voilà. Toi, tu t'es pas endormi. Alors, je me suis pas endormi, effectivement. Après, j'en pense foncièrement la même chose que toi, c'est-à-dire que le réalisateur qui avait, excusez-moi, donc réalisé The Express of Jendu a foncièrement un talent de mise en scène. Oui. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas le laisser derrière le scénario. Je crois qu'il l'a coécrit ici, on n'est pas totalement sûr, mais en tout cas, il avait tout de même une empreinte sur ce qu'il voulait raconter. Et ça marche pas du tout. C'est adapté d'un livre pour enfants. Oui, en fait, c'est adapté du coup de ce qui était peut-être l'opposé, légèrement plus adulte de Chair de poule à l'époque. C'est un peu voilà, ça. Ouais. C'est vraiment des petites nouvelles horrifiques des années 90-80. Il y a un côté aussi un peu les contes de la crypte. Enfin, dans le côté, il y a, on va dire, un fil conducteur et après on te raconte des histoires qui sont liées par rapport à exactement. Ce point. Je pense que justement le problème du film ici, c'est qu'il va prendre plusieurs nouvelles assez marquantes du recueil de nouvelles dont il s'inspire et créer un fil rouge un peu artificiel autour, ce qui fait qu'on ressort du film avec une impression que le bestiaire est quand même plutôt intéressant. J'en parlais avec Camille en off, le croque-mitaine plutôt intéressant, l'espèce de la femme obèse qui dans l'hôpital psychiatrique, voilà, dans l'hôpital psychiatrique qui est vraiment surprenant, c'est le gros point fort du film quand même, le design. Oui. Oui, effectivement. Et c'est pour moi une des meilleures scènes du film aussi, justement, quand on a cette dame obèse qui apparaît je crois que c'est dans l'hôpital. Oui, dans l'hôpital, oui. Et effectivement, bon voilà, c'est il y a des choses intéressantes, mais grossièrement, ça raconte pas non plus grand chose. Ça embrasse tous les poncifs du cinéma. Je dirais pas que c'est un mauvais film, mais c'est assez médiocre. Ça se laisse regarder, mais sans plus, et ça s'oublie très vite. Ouais. Camille, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Oh bah plus ou moins pareil, je me suis un peu fait chier pendant la durée du film. Et en plus toi t'étais même pas avec tout, donc t'as dû le faire oui. Oui, c'était un peu éprouvant. Bon, il y avait quand même des petites scènes sympathiques, ça va, mais j'ai trouvé que au niveau de l'histoire, de la façon dont c'est raconté et les réactions surtout des personnages qui sont complètement débiles, parce que quand même tout au long du film, ils ont un livre sur lequel ils ont des histoires qui est en train de s'écrire devant leurs yeux, donc ils savent ce qui va se passer, et ces cons à chaque fois, ils vont aller à la rescousse de leurs compagnons, mais en laissant le bouquin derrière eux.
Alors qu'ils avaient le livre, ils savaient exactement ce qui allait se passer, ils avaient juste à lire et à voir, bah voilà, il va se passer ça, donc il faudrait que tu fasses ça ou quoi. Et ils n'utilisent pas du tout ce livre justement pour essayer de s'en sortir, ils y vont, et ils font n'importe quoi. Et... Bah, c'est un peu le problème des films à concept, c'est-à-dire que si t'arrives pas à vraiment avoir tous les contours de ton concept et que tout fonctionne intégralement, bah tu peux vite faire un film crétin, quoi. Donc bon, là c'est peut-être un peu dur comme truc. Moi, ce qui vraiment m'a énervé, c'est que sous prétexte que c'est un film d'horreur pour gamins, toutes les scènes de tension et d'horreur sont nul, quoi. C'est-à-dire qu'on passe vraiment par tous les poncifs du film d'horreur qu'on a connu, c'est-à-dire les jump cuts et puis il y en a pas un, il y en a 10, quoi. C'est insupportable et tu les vois tous arriver, tu sais, t'es là, bon allez, quand est-ce qu'on sursaute? Et en fait du coup ça fait pas peur du tout. Et c'est d'autant plus dommageable que la base horrifique qui est décrite en tout cas dans ces scènes est quand même super intéressante. On prend le tout premier monstre qui est donc une femme à qui il manque un orteil. Qui se bat dans une maison en criant où est mon orteil. Effectivement, donc le personnage en question qui sera sa future victime l'a mangé par inadvertance. C'est quelque chose autour duquel on peut faire un vrai élément horrifique et c'est totalement sabordé par des jumpscares. Alors, je vais en parler quand même. Je vais donner une petite anecdote personnelle, mais en fait, cette légende là d'une espèce de femme ou d'homme qui aurait perdu un membre et qui le dit en susurrant comme ça, moi c'est une vieille légende horrifique que mon arrière-grand-mère me disait et que ma mère me racontait quand j'étais gamin. Alors elle le disait en flamand du coup parce que mon arrière-grand-mère est flamande. Ah, saleté de russe, quoi. Ouais, ils arrêtent pas, c'est incroyable. Et donc, du coup, moi, ce truc-là, la légende m'a bien plu. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un truc qu'on voit pas souvent, enfin, c'est un truc qu'on utilise assez rarement dans le cinéma. De réutiliser une espèce de légende populaire comme ça, je trouvais ça cool, mais effectivement, par contre, voilà, derrière le traitement, c'est le néant, quoi. On va pas se mentir, c'est le néant. Voilà. Qui veut rajouter quelque chose de plus sur ce film? À quel moment ça fait peur? Alors j'allais dire jamais, mais je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que le début du film marche super bien. C'est-à-dire que tout le moment maison hantée qui est pris très au sérieux et que je trouve très cool. D'ailleurs à un moment il y a un gamin qui se cache dans une espèce de placard. Oui, qui réouvre les portes et se retrouve ailleurs. Et en fait, en réouvrant la porte du placard, elle se retrouve dans une autre dimension ou bazardée dans le passé. Et ces scènes-là de tension, elles marchent nickel. Malheureusement, c'est les seules. Voilà. Et c'est un peu le syndrome Goonies mélangé avec des films d'horreur. Donc, on a vu ça, bien sûr, avec Stranger Things, mais on a vu ça aussi avec ça, le film d'horreur qui a cartonné dernièrement. D'ailleurs, le numéro 2 essuie, en tout cas pour ceux qui l'ont vu récemment, des critiques très mitigées. On en parlera plus tard. Ouais, je savais pas. Ouais. Mais oui, ce qu'on peut dire sur le film, tout simplement, c'est que le matériau de base est vraiment intéressant, mais que le réalisateur ne fait pas grand-chose. Ouais. Moi, je sais que Sylvain, qui l'a vu avec nous avait dit que lui, il avait trouvé ça correct. Et effectivement, il faut voir à qui est destiné ce genre de film. Peut-être que effectivement pour des ados de 13-14 ans qui ont envie de se faire un peu de frayeur, voilà, de se faire une petite. Ouais, mais comme on en parlait justement après séance et comme on le disait durant Once Upon a Time, pour ma part, c'est problématique lorsqu'un film ne parle pas à tout le monde et qu'il faille le considérer sous le prisme de. C'est qu'à mon avis, il y a un manque quelque part et que le film est pas bon en soi. Ouais, c'est vrai. Je suis assez d'accord avec ce genre de truc. C'est dommage, hein, parce que quand même sur les productions Del Toro, la plupart du temps, on a quand même, je pense qu'on a tous vu ici, que ce soit le Mama, l'Orphelinat, Don't Be Afraid of the Dark. Don't Be Afraid of the Dark, qui est pas un film, par exemple, Don't Be Afraid of the Dark, c'est pas un film très gore, par exemple. Mais qui en termes de terreur fonctionne très bien, en plus avec des créatures super belles, animées, en 3D et tout. Et souvent dans les films d'horreur, les créatures animées en 3D c'est un peu cheap. Là pour le coup ça marchait bien. Alors que c'est un film qui a eu énormément du mal à trouver des distributeurs. Il a galéré. Moi j'avais vu la bande-annonce, je pense quasi 1 an et demi avant de voir le film.
Ouais. Parce qu'à part passer en festival, il trouvait pas de distributeur. Pourtant, il est très bon. Alors que celui-ci, apparemment, son parcours a été assez classique. À mon avis, grâce au réalisateur qui est derrière aussi. C'est parce que The Autopsy of Jane Doe ou alors Trollhunter étaient quand même deux très bons films. Ce qui me permet de vous dire que moi, je ne l'ai pas vu, mais j'avais vraiment envie de le voir par rapport au réalisateur, par rapport à la prod del Toro. Le boulot sur les créatures aussi qui avait l'air assez costaud. Ouais, puis reconstruction aussi d'époque, puisque c'est un film qui se passe également... Années 70, oui. Années 70, quoi. Ouais. Donc, d'ailleurs, il y a un super discours, parce qu'on voit effectivement il y a des tracts pour Reagan, etc. Oui. Et donc il y a tout on pourrait croire au début qu'il va y avoir un discours métapolitique derrière. On pourrait se dire les gamins vont regarder le film d'horreur et puis nous on va pour les adultes justement il va y avoir quelque chose de un message sous-textuel, quoi, tu vois, ou métatextuel, un truc sur lequel on va pouvoir s'accrocher un peu, et malheureusement, il n'en fait rien non plus, quoi. Mais oui, mais j'ai pas compris justement, parce qu'ils mettent vraiment l'accent là-dessus. On a quelques plans début du où film, on voit, même à un moment, on voit la télé, je crois qu'il a été élu, ou je ne sais pas. Mais donc on pense vraiment qu'il y a un lien avec ça. Et au final, non, ça sert à rien, ça amène à rien. On se demande à quel niveau le film n'a pas été peut-être un peu charcuté derrière. Voilà. Parce que clairement, le début du film, comme tu me disais, est parmi le meilleur moment du film. Et quand on voit justement le portrait de Reagan, le tout premier plan qu'on voit, c'est une affiche de Reagan sur laquelle a été dessiné des croix gammées. Voilà, des croix gammées, je crois, une petite moustache nazie. Oui, exact. On se dit, ça pourrait nous faire penser à Matinée de Joe Dante dont on parlait tout à l'heure, dont la guerre froide a un vrai aura, en tout cas sur ce qui se raconte dans le film. C'est ça. Ça aurait été vraiment intéressant de faire ça autour justement du conte horrifique. Et malheureusement, voilà, c'est commencé et pas du tout suivi. Ouais, c'est dommage. Bon. Alors juste, je me permets de faire vas-y. une petite aparté, un petit coucou pour Sylvain qui en fait nous écoute, qui vient de nous le dire sur notre channel de l'émission. Et voilà, un petit coucou parce qu'il était content qu'on ait pu le citer. Coucou. On te fait un gros bisou, tu nous manques, Sylvain. Voilà, on se revoit la prochaine fois. Il sera là pour la prochaine de toute façon, il me semble. Ok, est-ce qu'on a fait le tour pour Scary Story, oui. Tale in the Dark, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire finalement. When you have to shoot, don't talk.